Orange était donc la couleur de la révolution ukrainienne qui avait porté, et d'ailleurs pacifiquement, Viktor Yushchenko au pouvoir en 2004. Cette orange pourrait peut-être virer au rouge et pourrait être la couleur de la nouvelle révolution qui secoue Kiev depuis maintenant 2 mois. Kiev et pas seulement, également une bonne partie du pays. On a appris hier que les députés ukrainiens tenteront aujourd'hui de mettre un terme à l'escalade de la crise lors d'une session cruciale du Parlement au lendemain d'une concession majeure du pouvoir qui a promis à l'opposition l'abrogation des lois anti-contestation. Au même moment, à Bruxelles, l'Union européenne et la Russie s'accusent mutuellement d'ingérence et tiennent un sommet réduit à la portion congrue, un sommet qui s'annonce tendu, largement dominé par la situation dans l'ex-république soviétique. Le président Vladimir Poutine, le président russe, doit s'entretenir, lui, avec les principaux responsables de l'Union européenne, dont la chef de la diplomatie, Catherine Ashton, qui s'envolera tout de suite après à destination de Kiev pour une visite de 48 heures où elle doit rencontrer le chef de l'État ukrainien, Viktor Yanukovych, ainsi que les chefs de l'opposition. Le commissaire européen chargé, lui, de la politique de voisinage, M. Stéphane Füle, est arrivé, quant à lui, dès hier soir à Kiev. Et puis enfin, les États-Unis, on le sait, suivent de très près les événements. Lundi, le vice-président américain Joe Biden a prévenu le président ukrainien au cours d'une conversation téléphonique que décréter l'état d'urgence ou prendre toute autre mesure sécuritaire aussi sévère ne ferait qu'aggraver la situation et réduirait l'espace pour une résolution pacifique de la crise. Bref, tout va mal. Laurent Chamontin, bonjour. Actuellement, on peut dire effectivement que la situation est très tendue. Les dernières nouvelles semblent indiquer que la crise semble être maintenue dans certaines limites. Il y a visiblement une tendance à éviter, à essayer de faire redescendre la tension. Cela dit, la situation reste très tendue, à la fois pour des enjeux intérieurs et pour des enjeux internationaux. Alors, nous allons essayer de comprendre avec vous les enjeux intérieurs et les enjeux internationaux. Laurent Chamontin, spécialiste de la Russie, de la Biélorussie, de l'Ukraine. Vous avez d'ailleurs vécu et travaillé pendant plusieurs années. Vous publiez, ça vient de sortir tout juste aux éditions de l'Aube, L'Empire sans limite, pouvoir et société dans le monde russe, ce qui nous a donné l'idée, bien sûr, de vous appeler et pour nous aider à décrypter l'actualité ukrainienne qui, on le voit, passionne le monde entier. Tout le monde a les yeux tournés, depuis la Maison-Blanche, on le voit, jusqu'à la diplomatie européenne avec Catherine Ashton. Nous sommes en compagnie aussi d'Éric Biégala. Bonjour Éric. Bonjour Marc. Journaliste à France Culture. Vous avez été l'envoyé spécial en Ukraine au tout début de la Révolution. Vous connaissez bien la question et vous nous aiderez aussi à comprendre de quoi il retourne. Mais peut-être tout de même, paradoxe, peut-être un peu d'image avec un photographe. Et quel photographe? Grand reporter qui se trouve sur place. Guillaume Herbeau, bonjour. Guillaume Herbeau. Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes en direct. Oui, vous m'entendez ? Je vous entends très bien, vous parlez sans doute près de votre téléphone. Vous êtes à Kiev en ce moment, où il est 8h43 peut-être, et on voit beaucoup, notamment sur votre site, guillaume-herbeau.com, toutes vos photos sur ces mouvements et cette révolution, enfin faut-il l'appeler révolution, en tout cas ces manifestations ukrainiennes. Là, en ce moment, que se passe-t-il? Où êtes-vous et que pouvez-vous nous décrire pour que l'on comprenne l'état des lieux en ce moment à Kiev? Écoutez, là, je peux pas vous décrire, je suis dans mon appartement, mais je peux vous dire que hier, en fait, la situation directement sur la place Maïdan, donc la place de l'Indépendance, était relativement tendue auprès des manifestants qui sont en train de s'entraîner en fait à un engagement de force. Donc en fait, on voit des gens masqués, casqués, matraqués, avec des matraques, qui sont en train de s'entraîner au combat. On a pu noter, et on d'ailleurs le voit sur vos photos, Guillaume Herbeau, qu'au tout début des manifestations, il y a 2 mois, on voyait d'abord et surtout, on va dire, des drapeaux européens qui ornaient les barricades de la place de l'Indépendance. Et puis peu à peu, on a vu des drapeaux rouges et noirs. Est-ce que c'est toujours le cas et qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ce que je sais, c'est que les drapeaux rouges et noirs, en fait, sont les drapeaux que les nationalistes ont comme emblème. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit énormément, puisque les militants nationalistes sont en première ligne durant les manifestations. La situation vous paraît, comment? Parce que, encore une fois, quand on voit bien vos photos à vous, Guillaume Herbeau, on a le sentiment d'une très grande violence.
Je pense qu'il y a une très très grande violence. La semaine dernière, le mercredi dernier, quand la police a tiré dans la foule, on avait vraiment l'impression d'être en situation de guerre civile, enfin en tout cas pour ma part. Et puis en fait, on voit que les deux camps se radicalisent. Donc voilà, il y a une violence aussi morale, il y a un sentiment de terreur auprès de la population. La population a de plus en plus peur, puisqu'il y a eu depuis le début des manifestations d'enlèvements. C'est pas un phénomène qui est en train de se réduire. Il y a eu des gens qui ont été maltraités par la police, et même torturés. On a retrouvé des corps dans la forêt, donc il y a un vrai sentiment de terreur. Alors Eric Bigala, d'ailleurs, on va pas faire une concurrence de chiffres, hein, mais on parle de quoi, 4, 5, 6 morts, ou y en a-t-il plus encore au cours de ces manifestations, et notamment depuis mercredi dernier, hein, où il y a eu l'entrée en vigueur de ces nouvelles lois répressives, hein, qui ont causé en tout cas au moins 300-400 blessés. Oui, alors Eric. ça a été, c'est juste après la promulgation de ces lois, qui remontent elles au 16, et c'est entre le 19 et le 22 février qu'on a eu les pires affrontements, avec effectivement usage d'armes à feu, manifestement de la part, sinon de la police, au moins des rangs de la police. On ne sait pas très bien qui a tiré. Il y a au moins 3 morts par balle, un 4e qui est un manifestant qui est tombé d'une hauteur de 10 mètres, et puis une 5e personne qui était un manifestant qui avait été blessé, qui était à l'hôpital et qui a été enlevé par des inconnus, battu, probablement battu à mort. En tout cas, son corps a été retrouvé le surlendemain dans la forêt de Borispil, juste à la sortie de Kiev. Et puis, il y a des disparus. On ne sait pas si ce sont des disparus ad vitam aeternam, si ce sont des disparus qu'on a retrouvés. Là, les réseaux sociaux bruissent un petit peu de toutes sortes de rumeurs. Hier soir encore, il y avait une activiste à Donetsk. Donetsk, c'est le fief de Yanukovych. Hein. C'est complètement dans l'est du pays qui était portée disparue. C'était une journaliste. Elle avait appelé ses collègues en disant j'ai un problème, j'arrive tout de suite. Elle n'est jamais arrivée. Et puis un autre activiste également à Donetsk qui aurait été disparu. Donetsk, il n'y a pas du tout de manifestation. Enfin, il y en a une toute petite. Il y a une toute petite Maïdan, une toute petite place. Mais la dernière fois que j'y étais, j'ai compté 82 manifestants. C'était quand même vraiment, vraiment minimal. Mais il y a quand même quelques activistes et des disparus. Alors il y a effectivement une psychose qui est en place, là, qui se met en place. Alors, Laurent Chamontin, on parle de 2 mois, d'un peu plus de 2 mois de manifestations qui ont commencé au mois de novembre. Petit rappel d'actualité, le 25 novembre 2013, le chef du parti d'opposition, Liberté, à Kiev. L'Ukraine, c'est l'Europe. Ils devraient écouter nos aspirations, notre esprit, regarder la façon dont nous vivons et où nous en sommes aujourd'hui. Ça, c'est notre réponse à Poutine, pour qu'il sache, pour qu'il voie qu'ils ne pourront jamais construire un monde russe ici. Ils ne briseront jamais l'esprit ukrainien. Ils n'installeront pas ici un gouvernement fantoche. Ils ne nous imposeront pas leurs règles. Voilà, alors Laurent Chamontin, décryptage. Donc on est parti, au départ, on a l'impression sur une contestation qui pourrait-on dire, concerne au fond une question de civilisation, un choix de société et de civilisation. C'est rajouté à cela tout de même depuis le mois de janvier la question des lois liberticides. Est-ce que le mouvement a changé de nature ou est-ce qu'il est toujours au départ, au fond, d'un affrontement entre ceux ukrainiens qui veulent ce rapprochement proposé par Yanukovych avec la Russie ou de ceux qui disent non, nous, notre modèle, c'est l'Europe? Je crois que les gens tels qu'on les entend, par exemple Tchernigov qu'on vient d'entendre, ils ont une audience parce que les gens ont un rêve qui est un rêve de sortir ce que j'appellerais le marasme post-soviétique, la stagnation, un État qui est corrompu, qui n'est pas au service de ses citoyens. Et c'est une donnée absolument essentielle de la crise actuelle, c'est-à-dire que si jamais l'issue de la crise, c'est que ce rêve est étouffé, ce sera une vraie catastrophe pour l'Ukraine, également pour la Russie et également pour l'Europe. Donc
ce qu'on entend, c'est donc ce rêve qui doit absolument être maintenu. Et c'était un rêve qui existait déjà, qui a fait le mouvement, on va dire, de 2004, du mouvement Orange. Est-ce que c'est même? Oui, c'est l'Ukraine. Au-delà de ces contradictions, l'Ukraine est un pays compliqué qui a déclenché la fin de l'Union soviétique par sa déclaration d'indépendance, qui depuis est resté dans une position quand même relativement stagnante et conservatrice, enfin à ne faire des changements très très graduels. Et puis en même temps, l'Ukraine est aussi un pays, et plus particulièrement à l'ouest, compte tenu d'un clivage dont on reparlera, l'Ukraine est un pays qui regarde aussi vers l'Europe et qui, d'un certain point de vue, je parle des gens du commun, ne supportent plus une existence sans perspective. Le problème avec la perte de la perspective européenne, c'est la perte de la perspective d'une amélioration substantielle du niveau de vie, d'un État qui soit effectivement au service de ses citoyens, d'une justice qui soit au service des citoyens, etc., etc. Alors, on dit que le pays se partage en deux. Est-ce que c'est aussi simple que cela, et comment peut-on y apporter tout de même des nuances à cette analyse-là? Alors, le pays... Laurent Chamontin. Le pays, clairement, le clivage existe. D'accord ? Si vous regardez la carte électorale de 2010, vous avez Tymoshenko à l'ouest et Yanukovych à l'est. Si vous regardez les scores électoraux de Tiagnibok, donc le parti nationaliste, il est centré essentiellement autour de Lviv, et pour dire les choses très simplement, vous avez un clivage qui est à l'est les statues de Lénine et à l'ouest les statues de Tchevchenko. D'accord ? Donc ce clivage-là existe. Alors, cela dit, certains observateurs actuellement supposent que le clivage est en train de disparaître, et effectivement, il faut constater que dans des villes comme Kharkov, ou dans des villes du centre de l'Ukraine comme Kremenchuk ou Tcherkassy, on voit aussi des... Dnipropetrovsk, absolument. On voit aussi des mouvements Maïdan qui signifient peut-être que cette fracture-là est en train de bouger. Vous écrivez dans votre livre, Laurent Chamontin, vous dites tout de même, en premier lieu, malgré la complexité, le cas complexe de l'Ukraine, en premier lieu, il y a une identité locale bien enracinée qui fait que le plus russophile des Ukrainiens, dites-vous, oui. Ne cherche en aucun cas le rattachement à la Russie. Bon, il doit y en avoir quelques-uns tout de même, puisqu'il y en a qui soutiennent le président actuel. Il n'est pas tout à fait sûr que le président actuel soit pro-russe. Mais c'est pourtant ce qu'on a l'impression de croire. Oui. Non, mais la situation est compliquée. Ouais. Il faut avoir un chiffre en tête. Le référendum d'indépendance de l'Ukraine, c'est 90,3% de oui. C'est un chiffre énorme. C'est presque un chiffre soviétique. Oui, c'est un chiffre à la soviétique, absolument. mais en l'occurrence, c'est l'expression d'une volonté sans ambiguïté de se séparer de la Russie. Donc, cette réalité-là est incontestable. Et moi, je n'ai jamais rencontré, j'ai passé 3 ans en Ukraine, j'ai jamais rencontré personne qui rêve d'un rattachement avec la Russie. Éric Bégala. Moi, j'avais été en reportage donc dans la partie orientale du pays, autour de Donetsk, qui était présenté comme effectivement le fief du président Yanukovych, l'endroit qui était pro-russe par excellence. Il faut savoir que c'est le cœur de l'ancien Donbass, de l'époque de l'URSS. C'est là où a convergé toute une armée de travailleurs qui ont fait l'URSS industrielle des années 20, des années 30, des années 40, des années 50. C'est un endroit où d'ailleurs il y a pratiquement plus de non-ukrainiens que d'Ukrainiens, du moins à l'origine. Et j'essayais donc de trouver des pro-russes. J'en ai pas trouvé, y compris au sein même du parti des régions. C'était très difficile de faire dire aux gens, oui, on veut un rapprochement, des liens beaucoup plus étroits avec la Russie, etc. On regardait la Russie, on la prendrait bien, mais avec des pincettes. On y va doucement. On sait ce que c'est que d'être sous le joug russe. On n'a pas la mémoire courte, qui en l'occurrence c'est d'ailleurs assez récente. Laurent Chamontin. Oui, donc ce qu'il faut ajouter, c'est que
donc pro-russe, très très discutable, mais la symbiose avec la Russie existe et doit exister, parce que, comme vient de le souligner Eric Bigala, Donetsk, c'est le cœur industriel de l'ancienne Union soviétique, c'est des liens qui ne disparaissent pas comme ça, et donc Donetsk, c'est à 80 km de la frontière russe, alors que la frontière polonaise est à 1000 km. Donc on est déjà au plein cœur de la plaine russe, de la steppe cosaque, et l'Europe est loin. Alors, en tout cas, la gestion de l'affaire par le président Yanukovych, tout de même, ressemble beaucoup à des méthodes que l'on pourrait qualifier d'assez soviétiques, exactions, enlèvements, espionnage, flicage des téléphones portables des manifestants. Est-ce que ça vous a surpris, même si toutes ces questions-là doivent être abrogées par le Parlement aujourd'hui, encore que faudra-t-il suivre l'affaire, est-ce que ça vous a surpris, cette réaction de la part des autorités ukrainienne vis-à-vis des manifestations? Pas précisément, vous savez, c'est un pays où tout est possible. C'est un pays où tout est possible. Prenez un reportage réalisé par Camille Magnard en 2010 sur le marché de l'art en Ukraine. Vous voyez que tout est possible. C'est un pays qui est très peu tenu par les règles, où le droit est peu enraciné. Alors nous verrons si tout est possible aussi sur la question internationale et aussi européenne avec l'Ukraine. Ce sera les questions que nous poserons dans la deuxième partie. Avec vous, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc Vinchet. Oui, effectivement, Joschka Fischer reproche aux dirigeants européens actuels de n'avoir jamais eu de réelle politique envers l'Ukraine et surtout de ne pas avoir saisi la nature des manœuvres russes pour empêcher ce pays de signer le fameux accord d'association longuement négocié avec lui. Alors, ma question c'est, que pouvons-nous, nous, Union européenne qui rencontrons les Russes aujourd'hui à Bruxelles, que pouvons-nous proposer à l'Ukraine pour l'arrimer définitivement, si c'est possible, au camp des démocraties européennes? Bon, alors voilà, c'est l'heure de votre chronique. L'ambassadeur russe à Paris, Alexander Orlov, a déclaré au micro de Jean-Pierre Elkabbach, je cite, « Les Russes et les Ukrainiens ne forment qu'une seule nation. C'est comme les Bretons et les Normands en France, vous ne pouvez pas les séparer. » L'historien de l'Europe orientale Timothy Snyder, qui est un spécialiste de l'Ukraine, s'indigne de cette impudence dans la New York Review of Books. Imaginez, écrit-il, que l'ambassadeur des États-Unis s'avise de déclarer à la télévision française « Les Américains et les Canadiens ne forment qu'une seule nation. C'est comme les Bretons et les Normands, vous ne pouvez pas les séparer. » Eh bien, l'incident aurait évidemment des conséquences diplomatiques énormes et l'ambassadeur américain serait rappelé d'urgence à Washington. Mais Orlov n'a pas dérapé. Il applique la ligne de son gouvernement, un gouvernement qui nie l'existence de la nation ukrainienne. Longtemps, la télévision russe a de la même manière nié l'existence des manifestations de Kiev, les sous-estimant de manière grossière, avant de les présenter comme le résultat d'un complot occidental. Quant au présentateur vedette de la télé russe, le Elkabbach local, si vous voulez, qui s'appelle Dmitri Kisseliov, il se moque... Il va être content, Jean-Pierre Elkabbach. Il se moque du leader de l'opposition ukrainienne, qui s'appelle donc Vitali Klitschko, vous savez, le fameux boxeur, le traitant, je cite, d'icône gay. Le même Kisseliov, europhobe acharné, prétend d'ailleurs qu'en Suède, les relations sexuelles sont encouragées dès l'âge de 9 ans. Ce n'est pas pour former une seule nation avec la Russie que des dizaines de milliers de personnes campent dans le froid à Kiev depuis des semaines, qu'ils affrontent une police particulièrement brutale, mais au contraire, pour démontrer qu'ils veulent un avenir distinct de celui de la Russie, comme vous l'écrivez dans votre livre Laurent Chamontin, même le plus russophile des Ukrainiens ne cherche en aucun cas le rattachement à la Russie. Alors quand les manifestations ont démarré à Kiev, écrit le correspondant en Ukraine du quotidien britannique The Independent, James Sher, c'était pour l'Europe. À présent, les manifestants se battent pour la démocratie, mais les deux causes sont intimement mêlées. Car les lois qu'a fait voter à la sauvette le président ukrainien le 16 de ce mois sont gravement attentatoires aux libertés publiques. Or, estime Sher, l'Ukraine est une démocratie. Imparfaite, certes, corrompue, comme la Russie, mais à la différence de la Russie, l'Ukraine a une vie politique authentiquement pluraliste, une société civile vibrante, des médias libres. L'Union européenne, écrit l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères Joschka Fischer, a été incapable de formuler une stratégie commune face à l'alternative à son grand marché que Poutine est en train de monter avec son projet d'union eurasiatique. En regroupant autour de la Russie plusieurs États issus de l'ancienne Union soviétique, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le président russe
vise à les maintenir dans la sphère d'influence de son pays. Il faut ajouter que de l'autre côté, l'Ukraine et la Moldavie ont opté pour notre Union européenne. Quant à l'Ukraine, on le voit depuis ce matin, elle hésite. D'après Joschka Fischer, Yanukovych, connu pour ses sentiments pro-russes, n'a jamais eu l'intention réelle d'aboutir à un accord d'association avec l'UE. Il n'a mené ses pourparlers que pour amuser la galerie et faire monter les enchères du côté russe. Car Poutine manie envers les anciennes républiques soviétiques devenues indépendantes la carotte et le bâton. Dans le cas de l'Ukraine, le bâton il a été brandi durant l'été dernier. La Russie a interdit l'importation de toutes sortes de produits ukrainiens allant des métaux au chocolat. La carotte, c'est le rabais sur le prix du gaz naturel. Et puis ce prêt miraculeux de 15 milliards de dollars concédé à un pays tellement mal géré qu'il est au bord du défaut. La Russie ne manque jamais une occasion de contrecarrer partout où elle le peut les intérêts de l'Union européenne, ou plus généralement de ce qu'elle appelle les Occidentaux. Vladimir Poutine a entretenu des liens excellents, souvenons-nous, avec l'Iran d'Ahmadinejad. C'est la Russie qui a construit la centrale nucléaire iranienne de Bushehr. Poutine soutient bruyamment son allié Bachar el-Assad en Syrie et lui a évité les frappes de représailles dont le président Obama le menaçait en cas d'usage d'armes chimiques contre sa population. La propagande poutinienne ne cesse de présenter l'Europe comme complaisante envers les islamistes, dirigée par des homosexuels, en plein déclin moral, menacée, je cite Poutine, par la tolérance et la stérilité, qu'un euphémisme pour désigner l'homosexualité. Il prétend lui opposer les valeurs conservatrices de la Sainte Russie. Mais l'Union européenne, elle, est riche du travail de ses habitants, quand les 3/4 des revenus commerciaux russes proviennent du pétrole, du gaz et plus marginalement de l'or. La rente pétrolière et gazière est une malédiction connue. Dans la plupart des cas, elle engendre la corruption, la malgouvernance, l'atonie d'une société civile dont le pouvoir achète une partie des élites afin d'avoir la paix. Dans le cas de la Russie, c'était déjà une vieille tradition, avant même la découverte de l'or noir. Alors aujourd'hui, les Ukrainiens sont en train de nous montrer qu'on peut encore mourir pour l'Europe et pour la démocratie. Dans quelques semaines, nous autres, habitants de l'Europe heureuse, nous nous apprêtons à envoyer au Parlement européen des partis qui affichent leur intention de mettre un terme à cette aventure collective. Quelle dérision. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Réactions, commentaires, ajustements, désaccords, je ne sais, Laurent Chamontin. J'ai 3 commentaires à faire sur ce que vient de dire Brice Couturier. Bon, le premier commentaire, je crois qu'il faut avoir une vue un petit peu long terme des enjeux. Ne pas se concentrer sur le gaz, ne pas se concentrer seulement sur le défaut de paiement. Évidemment, c'est des problèmes importants, mais ça ne fait pas une vision de long terme. Mais cela dit, empêcher Brice Couturier de ne pas se concentrer sur un défaut de paiement, c'est du travail. Hein. Non, mais je n'ai pas dit que ce n'était pas important. Ce que je veux dire, c'est que quels sont les vrais problèmes de la Russie ? Au-delà des manifestations de puissance de Vladimir Poutine, quels sont les vrais problèmes de la Russie ? Les problèmes de la Russie, c'est de trouver un modèle de développement, la prospérité, le bien-être pour l'ensemble de sa population. On est quand même dans des pays où la situation sanitaire et sociale n'est pas très bonne. C'est de s'adapter à un statut de puissance moyenne, parce que la puissance russe a reculé, c'est un fait, elle doit s'adapter à ça. Et puis, de ce point de vue-là, aussi sur un plan démographique et stratégique, c'est sauvegarder sa façade pacifique, alors que la Sibérie est un désert et que la Chine à côté, comme on le sait, est extrêmement peuplée. Donc, c'est ça la Russie. Ce que je veux dire, c'est que la Russie n'est pas un contre-modèle, n'est pas une alternative à l'Europe. C'est comme ça qu'elle se présente dans sa région. C'est comme ça qu'elle a monté son alliance eurasiatique et qu'elle essaye de monter une espèce de mécanique à la fois militaire, parce qu'il y a un traité de défense mutuelle, et économique, qui fait évidemment le parallèle avec le nôtre et qui est notre concurrent sur le continent eurasiatique. Oui, mais en faisant ça, où va-t-elle trouver les développements culturels qui vont lui permettre de devenir finalement un pays prospère et développé ? Je ne sais pas. Alors elle pourrait le trouver, cet exemple-là, peut-être du coup, en Ukraine, Laurent Chamontin. Pourquoi pas ? Effectivement, c'est-à-dire que le monde russe dans son ensemble doit trouver les passeurs culturels pour effectivement trouver sa voie vers le développement. Comme les Chinois l'ont trouvé,
les ont trouvés parce qu'il y avait les communautés chinoises d'outre-mer, il y a les Chinois de Hong Kong, les Chinois de Taïwan. Donc il existait déjà une Chine développée que les Chinois ont pu importer. Bon, avec des risques, je veux dire, la modernisation en Chine comporte un certain nombre de risques systémiques majeurs, mais au moins ils ont une voix. Et effectivement, peut-être que ce qui serait bien pour la Russie, ce serait d'avoir peut-être l'ouest de l'Ukraine, peut-être l'enclave de Kaliningrad entre la Pologne et la Lituanie. C'est-à-dire quoi? Partager, redécider les frontières, comme on le voit dans quelques scénarios et dans la presse écrite, on voit des cartes qui anticiperaient éventuellement un partage de l'Ukraine. Moi, je ne sais pas, peut-être des zones économiques spéciales ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut chercher. Est-ce que vous voyez un éclatement de l'Ukraine, puisqu'on dit souvent qu'il y a un Est qui est russophone et un Ouest, voilà. Je l'ai constaté sur place, qui n'est pas du tout. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire éclater ce pays qui, après tout, a été divisé pendant longtemps, puisque pendant très longtemps, il a appartenu à la Pologne. À l'époque de la Rzeczpospolita, toute la Galicie appartenait à la Pologne, qui avait elle-même d'ailleurs appartenu à l'Empire austro-hongrois. Donc on voit bien qu'il y a un heurt culturel en même temps entre des gens qui ont appartenu à l'Occident pendant très longtemps, et puis d'autres de l'autre côté qui ont été en partie colonisés aussi par la Russie, il faut le dire, qui a importé pas mal de personnes sur place et qui tournent vers la Russie. Est-ce que vous voyez, vous, un scénario d'éclatement de l'Ukraine et de division de ce pays en deux? Laurent Chamontin. Pas actuellement. Je n'ai pas d'éléments qui tendent à aller dans cette direction-là. Alors, Caroline Fourès, vous connaissez, vous, la situation en Ukraine, pas trop mal, de fait, avec les Femen. Oui, qui ont été d'ailleurs les premières violemment prises à partie par ce régime avant le début de ces manifestations. Leur QG a fermé quelques semaines avant le début des manifestations pro-européennes, après des tabassages en règle par des milices dont on sait bien qu'elles peuvent être proches des bases œuvres du gouvernement, qui étaient annonciateurs de ce recul des libertés. Moi, je crois moins à un possible découpement de l'Ukraine, parce que c'est vrai qu'il y a ce mélange de partis russophones, en fait, imbriqués avec les intérêts économiques russes, plus que pro-russes. C'est ça la complexité. En fait, c'est la corruption et les intérêts économiques qui arriment cette partie russophone à Moscou. Mais il y a toujours ce sentiment patriotique, quand même, cette espèce de fierté qui masque d'ailleurs le fait d'avoir été colonisé, massacré par à peu près tous les peuples du monde pendant des siècles en Ukraine. Par contre, la Russie est en train de jouer vraiment l'affirmation d'une forme de puissance diplomatique extrêmement menaçante. D'un côté, en achetant, on l'a dit, la carotte et le bâton, et en ayant les moyens d'acheter ce que l'Europe n'a pas tout à fait les moyens de faire, ou si elle a les moyens économiques, est-ce qu'elle peut vraiment dire non à cette influence de Moscou sur l'Ukraine? Qu'est-ce qu'elle a à proposer? Parce que la difficulté, c'est que si aujourd'hui... Que peut dire, par exemple, c'est le sujet du jour, Catherine Ashton va arriver à Kiev, va rencontrer le président Yanukovych, et y compris l'opposition, mais elle va rencontrer surtout le président. Qu'est-ce qu'elle peut lui dire? Quelle est la voix de l'Europe? Et si l'Union européenne boycotte, est-ce que ça facilite pas en plus, du coup, l'emprise russe économique? Laurent Chamontin. Il est clair que si la situation locale en Ukraine dégénère, les solutions vont devenir chaque jour plus compliquées. Poutine, il aborde 15 milliards d'euros. Est-ce que nous, on a 15 milliards d'euros à donner aux Ukrainiens pour leur éviter la faillite? On devrait avoir quelque chose à répondre. Moi, je crois que c'est un point sur lequel il faut insister. Il va y avoir la question après américaine, parce qu'on voit comment les Américains suivent de très près l'Ukraine, Joe Biden, les déclarations, et quel est aussi leur intérêt dans l'histoire. Mais peut-être... Oui, mais les Américains sont aussi en train de regarder plus vers le Pacifique. C'est vraiment une question en premier lieu européenne pour moi. L'Europe, il faut bien voir que l'Europe... L'Europe a un certain nombre de défauts notoires et je suis le premier à les reconnaître, et d'ailleurs je suis assez sceptique par rapport au futur de l'euro à titre personnel. Mais en l'occurrence, il faut voir sur le dossier ukrainien que l'Europe, à défaut d'avoir fait beaucoup de choses, est légitime. Parce que quels sont les intérêts à long terme de l'Europe? C'est d'avoir la stabilité et la prospérité en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Turquie et dans le monde russe. D'accord? Donc, dans le monde russe, dans son ensemble, en Ukraine et en Russie. Donc, je suppose, ou j'espère que Catherine Ashton sera à même de faire passer ce type de message que, encore une fois, au-delà du défaut de paiement et de l'éternel problème du gaz, il faut arriver à lancer une vision commune avec des mesures concrètes, des zones économiques spéciales, des échanges de population, etc. Un exemple tout de même de mesure. Ce serait quoi une mesure concrète?
Ce serait, je ne sais pas, une zone économique spéciale dans l'ouest de l'Ukraine avec qui permettrait d'attirer des capitaux européens. Ce serait faire venir des étudiants russes et ukrainiens en Europe, parce que à l'inverse de l'Afrique du Nord, c'est des pays avec lesquels on n'a pour le moment pas beaucoup de liens compte tenu de l'histoire. On a très peu de gens qui parlent russe en France. Mais avec une difficulté supplémentaire, c'est que les interlocuteurs politiques qui existent aujourd'hui à Kiev ne sont pas des interlocuteurs de bonne foi. C'est-à-dire que ce sont des interlocuteurs, vous l'avez dit, corrompus, donc achetables. Et ce que la Russie peut proposer en dessous de table n'est pas dans les pratiques de l'Union européenne. Donc déjà, le marchandage en termes de zone économique ne se situe pas au même niveau. Et je crois qu'il faut insister sur cette question de la corruption qui, pour le coup, menace directement le reste de l'Europe. C'est à nos portes. C'est le cœur de la contestation. Et c'était déjà le cœur de la contestation en 2004, au moment de la Révolution orange, quand on était sous le règne finition de Kouchma. Il y avait déjà des journalistes qui disparaissaient, et qui avaient disparu dans des conditions atroces. Il y avait déjà Yanukovych, on a oublié, les gens ne savent pas, c'était déjà Yanukovych contre Yushchenko qui se présentait et qui a essayé de frauder et de voler le vote en 2004. Et la tentative d'empoisonnement du candidat de la Révolution orange, qui est quand même signé à la dioxine, qui pointe un peu vers l'Est et vers Moscou. Donc il y a quand même ce climat-là qui reste dans les esprits de ceux qui sont place Maïdan en ce moment, qui ont souvenir que par la protestation pacifique, ils ont réussi à faire bouger les choses en 2004. Mais là, visiblement, ils sont prêts à se radicaliser. Et il faut peut-être aussi un peu parler de la dimension néanmoins des forces d'extrême droite qui sont sur cette place aussi. Parce qu'il n'y a pas que des pro-européens qui sont en train de se radicaliser. Il y a aussi des gens extrêmement radicaux, des ultranationalistes. Est-ce que vous pouvez nous parler, Sloboda, est-ce que vous pouvez nous parler des origines de cet ultranationalisme qui est en ce moment Maïdan avec les pro-européens et les démocrates? Laurent Chamontin. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais ce que je pense, c'est que la Seconde Guerre mondiale dans l'ouest de l'Ukraine a été quelque chose de très compliqué, avec des mouvements qui, à un moment, essayaient de se battre à la fois contre les Allemands et les Soviétiques. Donc, un passé très très compliqué qui font que effectivement il y a un certain nombre d'éléments d'extrême droite qui sont assez voyants et qui se choquent de plein fouet avec la vision, je dirais, soviétique de la Deuxième Guerre mondiale, où forcément l'Allemand était un ennemi absolu, quoi. Et eux descendent dans la rue parce qu'ils sont pour s'arrimer à l'Europe ou parce qu'ils sont anti-russes? Sans doute qu'ils sont plus parce qu'ils sont anti-russes. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps, la Russie finance, soutient et devient le modèle de notre extrême droite européenne. C'est-à-dire ceux qu'on va peut-être envoyer au Parlement bientôt, c'est ça tout le paradoxe, sont des admirateurs éperdus de Poutine. La Russie organise régulièrement des voyages avec les têtes de pont des orateurs du Front National à la Douma pour faire serment d'allégeance à Poutine. Donc il y a un paradoxe incroyable. C'est cet ultranationalisme à l'Est contre les Russes et notre ultranationalisme peut-être miner le Parlement européen en faveur des Russes. Peut-être qu'on peut préciser, parmi les manifestants, notamment ces manifestants d'extrême droite qui sont là depuis le début, qui ont depuis le 20-21 novembre, en fait ils étaient déjà là. Ils ont servi à être une espèce de milice ou de service d'ordre sur Maïdan, alors la manifestation était complètement pacifiste. Ce n'est que la semaine dernière où il y a eu une radicalisation, une violence organisée par certains groupes au sein de cette extrême droite, parce qu'en fait c'est très atomisé, il y a plein de petits groupes différents, et il n'est pas rare non plus de voir ces gens-là manifester à la fois avec le drapeau rouge et noir de l'extrême droite locale, et le drapeau européen, et le drapeau ukrainien. Alors ça fait un panachage de couleurs assez fantastique, c'est très, très arbre de Noël parfois, mais leur nationalisme est effectivement très anti-russe, mais il peut être pro-européen, ce qui est des fois un petit peu étrange. Quand on leur parle de nationalisme, ils disent non, vous les Européens, vous comprenez pas, on est des patriotes. On est des patriotes, et ça c'est complètement différent. On n'est pas des fascistes. Enfin, pas complètement. Ils disent la même chose ici. Il y a de temps en temps quelques petites envolées antisémites aussi qui sont là, qui se font jour. Alors, une réaction de Laurent Chamontin et puis Brice Couturier. Laurent Chamontin. Oui. Je voulais juste apporter une précision à ce qui a été dit par Caroline Fourest. Par rapport à la corruption, il est clair que les Ukrainiens ont aussi leur partie à jouer, et avoir leur partie à jouer, ça veut dire construire un État qui effectivement
soit un bien public, enfin soit un État qui rende des services à ses citoyens, et ça ils ont à le faire. Moi, ce que je voulais souligner, c'est que si on regarde dans le long terme, on a clairement aussi une nation qui est en train de naître. C'est-à-dire que la déclaration d'indépendance, c'était il y a un peu plus de 20 ans. On a commencé à découvrir l'Ukraine avec la révolution orange, et aujourd'hui en Europe, tout le monde connaît l'Ukraine. Ce à quoi on assiste là, c'est effectivement sans doute la naissance d'un pays dans des conditions excessivement difficiles. Il leur reste beaucoup d'étapes à faire, et créer un état de droit à partir de pas grand-chose, ça va pas prendre du temps, mais c'est ce à quoi ils doivent s'atteler de leur côté. Alors Céline, j'aimerais quand même qu'on fasse le tour complet, si j'ose dire, de la question. On a parlé de la question russe avec l'Ukraine, de la question de l'Europe avec l'Ukraine. Il y a aussi, parce qu'on n'est pas habitué à ce que parfois les États-Unis se pressent autant au chevet de quelques pays et quelques soubresauts, et là tout de même très très vite, les États-Unis ont manifesté également leur inquiétude. On sait que Joe Biden a condamné la violence, notamment. Il y a des pourparlers entre diplomates américains et ukrainiens. Quels sont les intérêts, Brice, des États-Unis, en l'occurrence? C'est la question que j'aimerais poser, parce qu'on vient de le voir, il y a un soft power européen. Nous jouons sur l'attraction économique et culturelle que nous exerçons dans notre périphérie. Tout le monde veut rejoindre le grand marché commun parce que le commerce enrichit et puis parce que nous avons constitué une zone de paix. En face, nous avons le hard power russe qui croit, lui encore, comme le dit Shlomo Ben-Ami dans un article récent, le poutinisme se réduit à l'arme nucléaire et au pétrole. Donc une espèce de hard power qui croit encore à la force qui est assez archaïque dans le monde du 21e siècle. Et puis on a les États-Unis. Alors les États-Unis, on définit, enfin à l'époque où Hillary Clinton exerçait le secrétariat d'État, on définit leur stratégie nouvelle comme ni soft power ni hard power, mais smart power. Enfin, ça reste ambigu. On voit bien que les États-Unis sont encore capables, eux, à la différence de beaucoup de pays européens, de projeter la force à l'étranger. Est-ce que vous croyez à une intervention? Alors les Russes se plaignent beaucoup que en fait les manifestants sont manipulés par la CIA, l'Amérique, etc. Est-ce qu'il y a véritablement, et par contre il y a une vérité, c'est qu'il y a une diaspora ukrainienne extrêmement importante et influente à Washington. Est-ce que vous croyez que les États-Unis ont une carte à jouer différente de la nôtre européen? Et si oui, laquelle? Laurent Chamontin. Moi, il me semble que a priori on devrait être assez aligné entre l'Europe et les États-Unis. Si vous regardez dans le dernier livre de Brzezinski, donc l'ancien conseiller à la présidence de Carter, il voit un continuum Europe-Russie qui va jusqu'au Pacifique, parce que ça correspond aux intérêts de sécurité américains. Moi, je ne vois pas que l'Europe et les États-Unis puissent être divergentes sur ce sujet-là, si ce n'est que, encore une fois... Si ce n'est que sur les questions de marché, les États-Unis n'ont peut-être pas envie que l'Europe rafle tout, si éventuellement l'Europe devait rafler quelque chose en Ukraine. Oui, effectivement, il faudra peut-être faire quelques arbitrages, mais... Oui, Caroline Forest. Je ne suis pas sûr qu'effectivement il y a beaucoup de divergences pour le coup, et c'est peut-être plus une habituelle plus grande réactivité des États-Unis qu'une vraie volonté d'influence très dans le concret. Puis il y a des vieux réflexes de guerre froide qui peuvent se réveiller peut-être, mais c'est tout. Enfin, oui. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue par contre que les États-Unis resteront en deuxième rideau. Les États-Unis ont été en deuxième rideau dans la crise en Libye, et de plus en plus, les États-Unis regardent vers le Pacifique, et l'Europe doit effectivement prendre le volant. Et par contre, ce que tout le monde redoute, mais sans doute beaucoup plus les Ukrainiens d'ailleurs qu'à l'extérieur, il y a une espèce de peur chez les Ukrainiens d'un scénario la Biélorussie. Alors, voilà. Biélorusse. C'est-à-dire que vraiment ce qui s'est passé, là on en parle peu en France, mais vraiment en quelques années, cette ex-province de l'Union soviétique qui est devenue la Biélorussie, qui est devenue un régime de dictature pour le coup vraiment à la soviétique, capté par Loukachenko. Est-ce que pour le coup, vous, c'est un scénario qui vous paraît possible pour l'Ukraine, qui est quand même un pays plus démocratique, corrompu, mafieux, mais est-ce qu'il peut évoluer à une dictature à la soviétique? Est-ce que c'est ça la peur des lois liberticides qui est en ce moment en train de s'exprimer place Maïdan? Ça n'a pas l'air de marcher. Il résiste. Oui, j'ai l'impression qu'il va être difficile de faire rentrer le diable dans sa boîte. Voilà.
Alors qu'en Biélorussie, ils n'ont pas résisté, maintenant ils ne peuvent plus du tout s'exprimer. C'est quand même ça le fantôme qui règne. Sur une anecdote justement sur les oligarques qui date d'il y a 10 ans, je ne suis pas retourné à Kiev depuis, mais il y a 10 ans, je me souviens que j'avais vu ces somptueuses voitures noires qui maintenant sont fréquentes, mais très hautes, etc., très chères, et je disais, mais qui est-ce qui est propriétaire de ces voitures, et surtout, comment se fait-il que personne ne les vole dans ce pays où, manifestement, il y a beaucoup de voleurs. Et on m'avait répondu, au début on en a volé pas mal, mais depuis il y a des tireurs sur les toits. Et anecdote plus récente dans les rues de Kiev, c'est vrai que ce qui était impressionnant dans les rues de Kiev, c'est le contraste entre les vieux tramways de l'époque soviétique qui continuent à rouler et qui transportent une partie de la population qui sont les perdants de cet état mafieux, et les Porsche Cayenne que vous trouvez à chaque coin de rue, parce que vraiment c'est un état qui vit des trafics et qui laisse faire les trafics. Mais il y a un deuxième parallèle qui est une comparaison à mon avis intéressante, c'est avec ce qui se passe au niveau des pays arabes et le printemps arabe. C'est que vous avez un mouvement mondial, vous avez des opinions publiques, des sociétés civiles qui se réveillent, qui ont l'impression qu'on leur vole leur destin et qui sont prêts à descendre sur des places. Et dans ces places, que ce soit Maïdan ou que ce soit Tahrir avant, vous avez des assemblages très hétéroclites. Les Égyptiens et les Tunisiens ont dû composer avec la menace islamiste comme seule alternative au régime autoritaire. Les Ukrainiens sont en train d'essayer de composer avec la menace d'extrême droite comme alternative au régime corrompu ukrainien. Mais j'ai l'impression que c'est presque plus facile finalement pour les démocrates arabes. Parce qu'au moins, les démocrates arabes, ils se battent contre des idées. Il y a des corrompus aussi, il y a des prébendes. Mais ils ont réussi à avoir une confrontation idéologique très nette. En Ukraine, ce qui est très dur, c'est qu'au-delà de l'affrontement pro-russe, en tout cas russophone et européen, il y a quand même des dessous de table. Il y a quand même une corruption qui, comme en Algérie, pour le coup peut-être plus, casse le jeu démocratique, casse ce jeu d'opposition. Et ça doit être très très dur à faire bouger. Laurent Chamontin. Oui, effectivement, c'est-à-dire que si vous permettez, je reviens sur cet exemple que je mentionnais tout à l'heure, le reportage de Camille Magnard sur le marché de l'art en Ukraine qui a été réalisé il y a 3 ans. C'était un reportage très impressionnant et je pense qu'il a pris quelques risques pour le faire. Bon, les musées sont vieux et vétustes. Donc, les tableaux peuvent sortir. Je le dis très rapidement. Les galeristes, les restaurateurs, les experts, l'administration, la haute administration, tout ce monde-là est d'accord pour copier, mettre des certificats, etc., etc. Donc, vous avez vraiment un pays où on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Enfin, je cite cet exemple-là parce qu'il est très significatif de où ils en sont. Et donc, ça veut dire que n'importe quoi est possible et que, évidemment, chacun se remplit les poches à chaque étape, quoi. Donc, c'est contre ça, effectivement, que les Ukrainiens doivent lutter aujourd'hui. Et on doit les y aider parce qu'autrement on sera entraînés, nous aussi, comme les Caroline Forest. On est bien d'accord, mais ils sont les seuls à pouvoir le faire. Ils sont les seuls à pouvoir le faire. Éric Bigala, vous avez eu cette impression, cette métaphore d'un pays comme un musée, portes et fenêtres grandes ouvertes, oui, mais cave accessible. Tous les Ukrainiens le disent, la corruption c'est une manière de vivre, là-bas, à tous les niveaux d'ailleurs. Mais moi ce qui me frappe, c'est que vous avez quand même des gens dans la rue, ils sont dans la rue depuis 2 mois, un peu plus de 2 mois maintenant. Il fait très froid. Il fait très très froid. J'ai passé plusieurs nuits avec eux dehors. Il fait -13, il fait -15. Et il y a de plus en plus ça se relaie. Il y a des gens qui sont là en permanence, qui viennent de loin. Il n'y a pas que des jeunes. Il y a des personnes âgées. Il y a des plus de 50 ans. Il y a des plus de 70 ans. Il y a des grands-mères qui viennent avec leurs petits-enfants. Et il y a une société qui est là. Et effectivement qu'on n'a pas vu en Biélorussie, qu'on n'a pas vu d'ailleurs tant que ça en Russie. Bon, là, Poutine avait été en 2011 assez efficace, on va dire. Oui, mais là, il a les Jeux Olympiques, Poutine, qui arrivent d'hiver, donc j'imagine qu'il faut quand même se garder un peu. Il faut faire attention. Il se surveille, non, Laurent Chamontin? Il me semble, oui. Oui, mais d'ailleurs, un mot, est-ce que c'est pas une des raisons de vouloir nettoyer la place Maïdan le plus vite possible? Est-ce que c'est pas les Jeux Olympiques qui arrivent en Russie, qui pourraient donner des idées aux Russes aussi? Ça me paraît difficile à jouer. Enfin, si l'idée c'est de nettoyer, comme vous dites, la place Maïdan en moins de 15 jours, ça ne pourra pas se faire sans casse. Et à ce moment-là, les Jeux Olympiques seront gravement compromis. La manière d'être pro-européen en fait de ces manifestants sur Maïdan, c'est de dire stop à la corruption. Pour eux, l'Europe c'est ça.
Et pas autre chose, évidemment, personne n'avait lu l'accord d'association. Personne sur Maïdan n'avait lu l'accord d'association. Pour eux, l'Europe, c'est arrêtons la corruption. La question de la démocratie commence déjà par l'arrêt de la corruption. Bah, c'est déjà un beau projet européen. C'est déjà un très beau projet européen. C'est un projet européen qui a de quoi tenir. Merci à vous, Alain.